ce que moi je vais regarder aujourd'hui, ça, donc, on a un retracement sur les MP. Le ES1, c'est les Futures S&P. On a eu vraiment un bull run sur les actions qui est tech, hein, surtout la tech. La tech va encore très, très bien maintenant. Mais on commence à prendre des profits. OK? Donc, moi, je m'intéresse, cet argent, où est-ce qu'il va aller? Parce que les gens qui prennent des profits, euh, ils ont pris des profits après un bull. OK? Donc, c'est pas qu'ils vont rester assis sur leur argent. Ils vont essayer de trouver des autres manières de l'investir. Ouais? Juste comme Bitcoin. Quand Bitcoin monte, ils prennent les profits et ils veulent plus de risques. Donc, ils vont investir dans les altcoins. OK? Donc, une fois que Bitcoin monte et on commence à consolider, c'est là où on veut regarder vers les altcoins si on est dans un marché haussier. OK? Et on peut dire que dans l'émotionnel, on est dans un marché haussier depuis, octobre. OK? Donc, où est-ce que cet argent va aller? Bon, il y a quelques possibilités. Ce que moi j'aime faire, c'est donc de prendre n'importe quel asset où toi tu penses, où toi tu crois que l'argent va éventuellement passer dedans, des profits, et tu le partages par XIC ou Nasdaq. OK? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est Bitcoin, le prix de Bitcoin partagé par le XIC ou le US100 ou le NDQ. C'est tous les index pour le Nasdaq. OK? Et ce que tu reçois alors, là, c'est un ratio entre Bitcoin et Nasdaq. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si ça monte? C'est que le Bitcoin, oui, euh, désolé. Si ça monte, c'est que le Bitcoin le fait mieux que, que le Nasdaq. Et si ça descend, c'est le Nasdaq qui fait mieux que Bitcoin. OK? Maintenant, on sait faire quelques analyses là-dessus. Et est-ce qu'on pense que ceci, là, c'est un trend break ou pas? Actuellement, les analyses Ishimoku sont nettement mieux. Mais là, on sait donc regarder, est-ce que c'est mieux d'avoir un investissement de Bitcoin vis vers le Nasdaq? OK? Moi, j'adore les ratios. Oui? Donc, ça, c'est pour Bitcoin. Ceci, c'est le Dow Jones. Dow Jones, c'est aussi un index des États-Unis, mais ils sont surtout concentrés sur tout ce qui est manufacturier. Ça, c'est vraiment les usines. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que si la tech le fait très bien, ils vont prendre l'argent et ils vont mettre ça dans des sociétés qui sont surtout dans le Dow Jones Industrial, donc tout ce qui est industrie, manufacturier, etc. Donc là, on voit de nouveau, une fois que le S&P 500 a descendu, on voit qu'il y a de l'argent qui monte dans le Dow Jones Industrial. OK? Donc, c'est aussi des rotations, en fait. Et comme ça, tu sais voir comme investisseur, si tu es assez actif et tu veux faire un peu de swing, tu dis, OK, le Dow Jones vise vers le Nasdaq. Ou le Dow Jones, il est assez haut ici. Je vais commencer à vendre, à partir d'ici, je vais vendre des assets manufacturiers ou des stocks, des equity manufacturiers, je vais les mettre dans la tech, par exemple. Aujourd'hui, c'est peut-être un bon moment d'aller commencer à vendre ta tech et de le mettre dans le marché manufacturier. Alors, ceci, c'est la même chose pour l'or. Okay? Ça, c'est l'or contre le Nasdaq. Et on voit très, très fort que l'or contre le Nasdaq, c'est quand même dans un downtrend. Hein? Donc, tous les gold bugs, etc., qui disaient « Ah, l'or, c'est un bon investissement », bon, tu t'es quand même fait avoir. OK? Moi, j'aime pas ces graphes ici. Mais, qu'est-ce qui se passe de temps en temps? De temps en temps, ça monte comme fait un ripple, en fait. Et je trouve plus jamais mes bons trucs. Hein. Vous savez, il y a tellement longtemps. Donne-moi une flèche. Ouais, voilà, parfait. OK, Donne-moi nice. une flèche, quoi. Donne-moi une flèche, n'importe quoi. Donc, parfois, de temps en temps, comme Ripple reste perdre contre Bitcoin et c'est un investissement de merde, mais une fois que ça monte, ça monte. OK? Donc, est-ce que l'or s'est commencé à monter avec tout le bordel qu'on a aujourd'hui avec la Fed? Est-ce que la Fed va devoir payer les bons de trésor et si ça est le cas, l'inflation va monter, donc l'or va le faire. Et qu'est-ce qu'on voit? Bitcoin bouge 6 mois après l'or, surtout. Donc ça, c'est aussi un bon signe et ça, bon, voilà. Il y a plein de spéculations ici, mais donc ça, c'est toutes des analyses que vous savez faire vous-même par partager, en fait, le Nasdaq. Donc, par partager ton asset où tu crois éventuellement que l'argent peut aller, partager par l'asset qui est en bull market. OK? Et ça, c'est quelque chose d'assez facile. C'est des ratios. OK, voilà. Donc, ça, c'est un type. Alors, le DXY, ça, j'ai déjà expliqué. Si le DXY monte, qui va acheter ses bons de trésor? Parce que les autres pays vont commencer à vendre les bons de trésor. Si le dollar reste descendre, ceci peut continuer encore tout en temps. OK? Parce que là, les autres pays vont acheter les bons de trésor à du 5% parce qu'ils ont extra cash. Donc, en fait, en cours, pour faire toute l'analyse, si le dollar descend, pour nous, ça va être génial. Et si le dollar monte, ouais, bon, je ne sais pas faire la flèche, whatever. Si le dollar descend,
génial pour nous. Si le dollar monte, on va encore avoir plus de problèmes que normalement, parce qu'on sait que la corrélation est moins 1 avec le dollar, mais on va avoir quelques issues, en fait. OK? Voilà. Ça, c'est ça. Bah, ça fait réfléchir, en tout cas, tout ça. OK, très, très intéressant. Ouais, very nice. Du coup, est-ce qu'on fera après aussi une analyse peut-être de Nasdaq, peut-être? ZS? Nasdaq ou DXY? Euh, Je pense que c'est DXY pour savoir si DXY est bon ou pas. DXY, ouais, exact, excuse-moi. Ouais. Oui, on peut la faire. Je pense que ça peut être pas mal aussi. OK, very, very nice. Qu'est-ce qu'on a là? Un buy gap. Ah oui, non, ça c'est petite analyse à la Tintin. Il faut pas regarder les analyses de Tintin. Okay? ZS est là pour les analyses. Moi, c'est juste, c'est la merde. OK? Mais pour moi, ça fonctionne. All right? Pour moi, ça fonctionne. Donc, excellent. Pour le market making, maintenant, je dois rechanger tout mon mindset, en fait. Ça va être dur parce qu'on va le faire à la one again. Et Seb, dis-moi si tu veux que je quitte là-dedans et que tu fasses simplement de l'Ishimoku, parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Non, mais on a dit on le fait. Après, on fera l'analyse après, ne vous inquiétez pas. Okay. Mais je pense que là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on va faire un blanket ou pas? Parce que là, en fait, je vais vous expliquer. Je vais surtout parler avec Seb là, et ça va peut-être être compliqué au début, mais on va commencer à expliquer. Donc Seb, ici, ça c'est notre pool de liquidité qu'on a fait pour Ethereum. Hein, pour tout le monde, on est sur Ethereum. Ça c'est la pool de liquidité qu'on a ouverte, le Market Maker Pool. Donc la borne du bas, il était vers les 17,16 et la borne du haut, il était vers 19,82. OK? Ça c'est la pool de liquidité qui est encore toujours ouverte aujourd'hui. Oui. C'est ça. OK, parfait. Donc, pour ça, on s'est planifié. Et avant d'ouvrir des pools de liquidité, et ça serait cool, Seb, si tu saurais nous dire comment tu as fait cette analyse pour cette pool de liquidité. Et après ça, on s'est continué. Parce que ce qui est cool avec des pools de liquidité, c'est qu'on sait faire un planning. On sait ouvrir la pool de liquidité et on sait regarder combien on a encore dans cette pool de liquidité, la valeur en total, quand la borne du bas casse. Moi, j'ai mis 10 000 dedans. Quand la borne du bas casse, on est à 9 455. Donc, on s'est planifié pour ça. Oui? On n'a plus de surprise. Ça, c'est cool. Et après ça, on sait rouvrir des autres pools de liquidité. On sait faire tout un scénario pour voir où on veut acheter une fois qu'on atterrit quelque part. Et là, naturellement, j'ai pris le POC où je voudrais atterrir dans notre analyse, la dernière pool de liquidité, avant qu'on ouvre une pool de liquidité de recouvrement. De recouvrement, en français, en effet, un recovery pool, pour alors négliger toute la perte en permanente qu'on a eue là, and to bank all the fees, tous les charges qu'on a reçues dans les pools. Okay? Ça, c'est l'analyse que je voudrais faire en live avec ZS aujourd'hui avec vous. Okay? Donc, ZS, peut-être en premier, comment est-ce qu'on a... Parce qu'on l'a ouvert ici le 27 juillet, si tu te rappelles encore, c'est ça. Et on l'a ouvert à un prix de 1867 par Ethereum, en fait. C'est ça. OK. Donc, si toi, tu sais prendre le relais maintenant et dire comment est-ce que tu as ouvert cette pool. Je vais partager. Le temps que je me mette. Je te mets de ce côté-là. Attends. Ça, je vais mettre là. Et si vous voulez suivre, les gars... Ah oui, voilà, parfait. Vas-y, Kizan. Comme ça, je te mets ici, comme ça, je te vois. OK. Donc là, d'abord, on va sur la vue Market Pool. Monnaie. OK. Donc, ce qui va m'intéresser. Et le but dans les pools qu'on veut ouvrir, c'est de récupérer la liquidité. D'accord? Ça, quand Tintin m'a expliqué le principe, il m'a dit, écoute, il faut qu'on trouve une stratégie pour aller choper là où il y a la liquidité, là où il y a eu des échanges, où on est pratiquement sûr que le marché, à cet endroit-là, il va nous donner des fees. D'accord? Parce que notre but à nous, c'est de récolter un max de fees. Et les max de fees, ils viennent là où il y a le plus de volume échangé ou en tout cas stocké et ainsi de suite. Donc, vous êtes dans l'obligation, enfin en tout cas, nous, on est parti sur cette stratégie-là, dans l'obligation de déterminer
les zones où il va y avoir le plus d'échanges, le plus de volume. On est obligé de se baser sur les volumes. Alors, il y a 2 outils qui est utilisé par les market makers. Donc, si vous voulez ouvrir des pools de market making, on est autant utiliser les mêmes outils qu'eux. Donc, c'est la VWAP qui va driver une grande partie de notre réflexion, d'accord, avec le volume profile. Ça, on est parti sur cette idée-là. Et le but, c'est à chaque fois d'avoir effectivement les impermanent loss qui soient déjà calculés. Comme ça, si ça claque, la pool claque à la baisse, eh bien, on sait déjà les prix que, comme Tintin a dit, sur une pool de 10 000, il sait qu'il y aura à la fin, si ça casse en bas et qu'on vient choper la poche de liquidité, on viendra chercher. Donc, il aura eu, sur les 10 000 de départ, il aura 9 400 et quelques. Je vais faire les calculs après ton analyse. T'inquiète, on va le faire ensemble. Exactement. Okay, d'accord. Donc, généralement, quand on travaille ensemble, on part du principe de se dire, Seb, voilà, où, à ton avis, se trouve la volatilité, où se trouve la liquidité. Donc, au moment où on l'avait ouvert, on était sur le 27 juillet, je crois, on était ici. 24 ou 27 juillet, ouais, quand on a échangé, d'accord. On venait d'une volatilité relativement réduite, d'accord, et on avait cassé à la baisse. Alors, bien sûr, j'utilise la VWAP. La VWAP, qu'est-ce que c'est? Rapidement, je l'avais déjà expliqué, c'est le volume pondéré, enfin, c'est le prix pondéré par les volumes, et sur lequel on va mettre 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, d'accord, donc une certaine volatilité autour du prix pondéré. Et on va essayer d'aller chercher la pool la plus serrée qui vient chercher la liquidité. C'est ça qui va être important pour nous quand on va analyser ça. Alors, donc, on veut optimaliser les fees en l'ayant le plus serré possible. J'ai expliqué tout dans le guide, mais c'est juste en live qu'on le fait maintenant. Plus serré, plus de fees qu'on a. Mais on veut capturer toute la liquidité possible. Donc, on veut optimaliser le nombre de liquidités qu'on a et avoir le plus étroit possible. Okay, voilà. Donc, vu la pente qu'on était en train de prendre et le volume qui avait été échangé sur toute la période, donc qui avait été évalué, je crois que c'est début juin 2023 ici, d'accord, parce que pour moi, tout ça, on est dans un range. D'accord. Et donc, tout l'intérieur de ce range-là, il a été distribué. Donc, à l'intérieur, il y a un max de volume. Le max de volume, vous l'avez avec le POC. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, on a basculé en dessous, à la cassure de notre pool, on a basculé en dessous du POC. Donc, quelles sont les zones où il va y avoir le plus de volume, d'accord, qui va être récupéré, et les zones qui vont être cassées assez facilement? On a cette zone de volume et je veux récupérer surtout celle-là. C'est elle qui va vraiment m'intéresser, d'accord? C'est pour ça qu'on vient descendre relativement plus bas. Et si je veux descendre plus bas pour prendre cette zone de volume, pour moi, toutes ces zones de volume-là ont déjà été récupérées, d'accord? Il n'y a plus rien qui m'intéresse vraiment pour le haut pour l'instant. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ici. Donc, je vais essayer de réduire la borne haute, d'accord, dans mon analyse pour pouvoir me permettre d'avoir quand même une contraction de ma pool relativement serré, tout en venant chercher cette liquidité-là. Donc ça c'est le principe. Après, on peut les diviser en plusieurs parties, mais il y a des frais, enfin il y a d'autres calculs. Ça c'est pas pour exactement. Ça c'est pas maintenant. Okay. Ça c'est vraiment voilà, ça, plus tard. Pour faire simple, on part sur ce volume qui est avec peu de variabilité. Vous voyez que les bandes sont relativement serrées ici. C'est une VWAP semaine. Je crois que c'est la VWAP semaine. On peut même, on était parti sur semaine et on peut voir pour le mois éventuellement. Mais on a quelque chose d'assez serré. C'est pour ça en fait, ça donne pas des masses parce qu'on vient pas encore chercher le volume escompté. Donc là, on est venu chercher ce volume ici, d'accord. Alors, on a eu quelques fees qui ont été cherchés. Le prix repart, d'accord. Donc, on n'a pas encore venu chercher vraiment ce qui nous intéressait dans cette pool-là. C'est cette zone-là qui nous intéresse vraiment. Bref, c'est pas grave, elle est toujours ouverte, peu importe, elle reste ouverte.
elle nous fournit encore de la liquidité, enfin des Et fees. elle bat en fait tous les autres acteurs du marché en fait. Et c'est ça que je vais montrer aussi en APY Vision. Elle le fait très Ok. très bien la poule en fait. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc en gros, on va se baser sur le prix pondéré des volumes, d'accord, les différents écarts types qu'on va pouvoir aller chercher et les poches de liquidité, où est-ce qu'elles vont se situer, ce qui vont nous permettre de donner une taille optimum qu'on va calculer par DeFi DeFi Lab, ouais. Lab et ainsi de suite pour pouvoir avoir des impermanent loss calculés qui ne soient pas énormes et qui nous permettent quand même de rester dans la pool relativement longtemps tout en accumulant les fees. Voilà. Ça, Ouais. c'est un petit peu l'idée. Donc voilà pourquoi. Donc on est parti sur la borne 1 sigma. Donc au moment où on avait cassé, je suis parti sur cette borne 1 sigma. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a une petite zone de volume ici qui est dans la partie un petit peu des 60. Ici, vous avez 75% des volumes qui sont échangés. D'accord? Donc tout ce que vous voyez ici, 75% des volumes sont échangés entre 1945 et 1822. D'accord? Donc, je sais que si on vient claquer en dessous, on vient chercher des stops. Et si on vient claquer au-dessus, on vient chercher des stops. D'accord? Exact. Donc, c'est pour ça que je viens quand même mettre ma borne ici pour prendre les stops qui viendraient claquer par le haut ici. D'accord? Ouais. Donc, on vient chercher celle-là et celle-là. Et on va se dire comme la taille me le permettait, parce que j'avais des impermanent loss de 5%. Donc, ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça nous permettait d'aller chercher cette poche de liquidité. Je ne sais pas si on va venir la chercher, mais en tout cas, je sais que si on vient la chercher là, déjà, ça valait la peine. Ça valait la peine de. Ouais, exact. Exactement. Voilà. D'accord? Donc, on est obligé de passer par les volumes. Parce qu'on va chercher les poches de liquidité. Les poches de liquidité, ce n'est pas les bougies que vous voyez des creux, des sommets, des machins. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment là où il y a eu les échanges qui va driver vraiment notre réflexion Si je peux poser une petite question, si imaginons vous auriez fait du coup un range plus petit, imaginons jusqu'au bottom là justement où il a été touché là ces derniers jours, et puis que vous n'auriez pas été jusqu'au chercher la dernière poche de liquidité. Du coup là maintenant le range il aurait été plus petit, donc du coup il y aurait plus de fees logiquement dans ce range là. On est d'accord? Oui, si tu venais, tu te dis voilà, à cette phase là. Voilà, et puis tu te dis, voilà, tu prends était ici, on était au-dessus de notre prix d'ouverture de l'ancienne pool, d'accord? On pouvait se dire, OK, je la coupe et je me base sur celle-là pour la resserrer, tu vois? Et on aurait été un petit peu limite, elle aurait claqué par le bas ici. On aurait pu se baser sur quelque chose aux alentours de cette pool de liquidité, ou alors on se baser sur celle-là, d'accord? Voilà. C'est-à-dire, si on se basait sur celle-là, imaginons. Sur celle-là, et on serait resté, comme on avait un sentiment plutôt baissier, on ne vient pas chercher forcément les poules du haut, donc on reste après calé sur la 1 sigma ici, donc tu aurais une poule de cette manière-là. D'accord? Ça paraît, voilà, exact. Si, imaginons, on parle de cette optique-là, imaginons, on partait sur un range de ce style. Alors, c'est sûr que du coup, il y avait encore cette liquidité, la dernière poche allait chercher un petit peu plus bas, mais on se dit, OK, on va plutôt resserrer ça, on va aller chercher du coup des fees, un petit peu plus de fees, etc. Mais en gardant en tête que si par contre on casse vers le bas, puis on va chercher du coup cette dernière poche, pourquoi pas préparer un range extrêmement bien plus court, du coup, un range très, très faible dans la poche qui est tout en bas, comparé à laisser le grand range. Je ne sais pas si ma question a bien été posée ou pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? Quels sont les risques en rapport avec tout ça? Pour moi, c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que la perte impermanente, c'est une perte impermanente jusqu'à ce que ça soit permanente. Quand est-ce que c'est permanent? Quand tu closes ta pool et tu rebalances. C'est là où tu prends la perte impermanente. OK? Donc, si on serait dans l'exemple de Seb, si on aurait cassé là, si on serait plus serré, on aurait ouvert une nouvelle pool parce qu'elle serait peut-être sortie du range. Ouais? Et là, on aurait pris une perte impermanente et on aurait donc pris le prix qu'on a déjà calculé en avance avec DeFi Lab. Mais non, et ce qu'on voit, pourquoi on bat les deux participants du marché dans cette pool, c'est parce qu'on est en train de revenir vers le prix où on a ouvert la pool. C'est ça. OK, mais on est encore toujours en dessous. Pourquoi est-ce qu'on le fait mieux dans la pool que quelqu'un qui a acheté 100% d'Ethereum? Mais parce que le prix d'Ethereum, quand on l'a ouvert, elle était à 18,69. Aujourd'hui, le prix, il est à 18,50 ETH. Donc, quelqu'un qui a 100% d'Ethereum est en perte. Et nous, on l'a battu. Pourquoi? Parce que dans ce range-là, on s'est fait, sur les 10 000, on s'est fait maintenant $80 de fees.
Sur combien de Donc, jours, du on coup? l'a gagné. Ouais. Depuis le 20, Ça, je sais depuis le te 27. donner. Et on va le montrer après les données. Ouais. Mais Ouais. là, ce qu'il fait, c'est surtout le temps qui va jouer en notre faveur. C'est-à-dire Ouais. qu'avant qu'on Exact. prenne parce que l'impermanente, comme on a dit, ça devient une perte permanente au moment où tu casses, puisqu'on va close notre pool. Donc, en gros, là, plus le temps va jouer en notre faveur, plus on va générer de fees et plus on va battre les autres acteurs du marché. Et plus de temps qu'on a avant de lock-in les pertes impermanentes. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est toujours un bascule, mais c'est une très, très bonne question. Toi, tu voudrais optimaliser les fees et tu serais d'accord avec prendre les pertes impermanentes. Moi, j'ai un lower risk tolerance. Donc, moi, je préfère que le marché va d'abord nouveau rechercher mon niveau. En fait. OK? Nice. Donc, maintenant, on sait faire les calculs. Seb, est-ce que toi tu as le top range et le bottom range? Alors, moi, j'essaie de le mettre dans le DeFi Lab et je sais vous montrer comment j'ai calculé ces 5% ou comment moi je sais, worst case scénario, que moi je vais avoir 9455. Comme ça, tu sais planifier ça. Ouais, écoute, tu veux que je te donne les bornes ou tu les prends, tu les as toi? Tu les as, ça. Ouais, Anthony, tu sais. Oui, tu sais excuse-moi, bien sûr. OK. Donc, DeFi Lab, on prend le calculateur, on met le current price, on l'a ouvert à 1867, ouais. On a une borne minimum de 17,16, je pense, et une borne maximum de 19,82, c'est ça? Je crois bien que c'était ça. Je sais pas si C'est correct, ZS. Seb? Pardon, excuse-moi, j'étais pas dessus, j'étais en Ouais, train de lire pas de le souci. chat. Tu veux le bottom? Bottom range 17,16, c'est correct? Ouais, 17-16, ouais. OK, 17,16, max 19,82, ouais. C'est ça. Ouais. OK, parfait, nice. Alors, comment est-ce qu'on sait maintenant planifier notre perte impermanente? Pour cet exemple-ci, je vais pas prendre énormément de temps, donc on va pas regarder ce qui fait si le prix monte. Parce qu'alors on gagne, OK, on sait optimaliser ça de combien on gagne contre le 100% holder. Mais on veut donc planifier combien on va perdre. Et ça, c'est super cool pour les gens qui sont neurotiques dans le trading aussi. C'est que tu sais exactement planifier de worst case scenario, une fois que le prix atteint ce prix-là, ce prix bas de ton bottom range, combien est-ce que ta valeur de ta pool est de ton vice-faire ton investissement. Donc, on sait regarder ça. Ici, on a donc je pense que vous le voyez, hein. Je sais que c'est assez petit. Mais donc, ça, c'est la composition de la pool. Pour les gens qui sont dans le Discord, j'ai fait une vidéo là-dessus, comme test sur YouTube. Allez donner un peu de feedback si vous voulez. C'est dans le channel DeFi sur Cryptologique. Nice, merci. Je vais vous envoyer. Ouais, super. Donc, quand on investit 10 000 balles à un prix de 1867 dans une pool de liquidité avec les bornes entre 17,16 et 19,82, à un prix, quand le prix atteint 17,16, on a 5,49 Ethereum dans la pool. OK? 5,49. Maintenant, on va faire un calcul. Donc, on veut savoir combien 5,49. Combien est-ce que c'est en valeur en USDC? Rappelez-vous, on est dans le scénario qu'on est au prix de 1716. Donc, on va multiplier ça par 1716. Ça, c'est ce qu'on a dans notre pool de liquidité. 9 420 $. Donc, combien de dollars est-ce qu'on a perdu avec notre position de 10 000 dans cette pool de liquidité? On a perdu environ 580 $. OK? Si le prix d'Ethereum atteint 1716. OK? Donc, tu sais complètement planifier combien tu vas perdre et combien la composition de la pool va être. Maintenant, ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'on va avoir tout au long du chemin, on va avoir des fees. DeFi Lab calcule juste la composition de la pool et elle nie les fees. OK? Comment est-ce qu'on calcule les fees? Je vous ai déjà expliqué ça. Le Concentrated Liquidity Multiplier, combien de fois plus efficace est-ce qu'on est vice-faire une pool de liquidité de 0 à infini? Contre Uniswap V2, on a un concentrated, on concentre notre liquidité au lieu de la donner de 0 à infini, on la concentre sur une borne de prix. Le plus étroit que ce prix va être, le plus concentré, le plus le multiplier va être. Donc, attends, hein, parce que je dois 19,82. Donc, regardez, si je mets la borne liquidité plus étroite, on concentre la liquidité plus, donc on va avoir un plus grand multiplier. Si on élargit la borne, on va avoir moins de fees, on a un multiplier qui est moins grand. OK? Ça, c'est la relation. C'était quoi encore? 1983. Ouais. Ouais, 82. Parfait. Alors, on descend, et j'ai donc fait une vidéo sur ça qu'on va mettre en ligne sur YouTube bientôt. On va voir qu'on va avoir un APR. Non, on est 96. Donc, on va
ceci, c'est le APR, ça, c'est le fees du Uniswap V2, unbounded, de 0 à infini. Rappelez-vous, on est 28 fois plus efficace qu'une pool liquidité Uniswap V2. Donc, on va reprendre notre calculateur et on va multiplier les 0.92 fois 8, non, désolé, 0.92 fois, allez, 0.92 fois 28.28. Et on a un total APR dans cette pool de liquidité de 26% par an. OK? Sur cette pool de liquidité, 26%. OK? Parce qu'on est donc 28 fois plus efficace que Uniswap V2. All right? Parfait. Donc alors, on sait voir ici le fees qu'on va générer. Et ceci, c'est de nouveau, c'est une estimation de ce que Ethereum a fait le mois dernier. Ouais. Donc, puisqu'on n'a pas eu énormément de volatilité, on n'a que 26% le mois dernier. Si la volatilité était plus haute, le mois dernier, on serait à 50, 60, 70, 80%. OK? Et donc ici, on voit les fees. Et à la fin du mois, avec une position de 10 000, on aurait déjà gagné $194, OK? Sur un mois, avec pas énormément de volatilité. Et c'est pour ça que, en fait, on va mieux le faire aujourd'hui que le gars qui a acheté 100% d'Ethereum. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on a donc calculé ça? On sait donc voir, et si tu saurais encore une fois, ah non, c'est moi qui dois changer. D'où est-ce que ce 9455 vient? Je vais le changer parce que j'ai fait le calcul mal. On avait dit quoi encore? C'était 420, hein, je crois. Ouais, c'est On aurait 420 USD. Ouais, parfait. Et comme ça, on s'est planifié, en fait, chaque nouvelle pool qu'on va faire. Et je pense que tes analyses, Seb, naturellement, c'est toujours mieux d'avoir les chiffres les plus récents, le price action le plus récent pour faire des analyses prochaines, pour les prochaines pools. Mais on sait bien regarder les Oui. volume profiles et quelques autres trucs pour déjà planifier les worst case scénarios pour les pools prochaines, pour les ouvrir déjà. Est-ce qu'on sait faire ça, Seb, ou pas? Oui. Parfait. Alors, Est-ce que tu saurais faire ça pour l'exemple et alors on sait calculer tout ouais. et alors Ok. on sait les mettre pour le planning. Si vous voulez bien enlever vos dessins, monsieur, avant de faire votre Oui. analyse. Merci. Je suis un incompris. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le live, il se dit attends, c'est quoi là? J'ai tous des chiffres, j'ai des dessins, je sais pas ce que ça veut dire. Je voulais encore juste dire, Oui. entre-temps, il y avait une très très bonne question de Pipo, ou c'était pas une question. Ouais, vas-y, c'est Seb. Est-ce que c'est comme des options? En fait, c'est top-notch, et je le mets dans le guide aussi, ça va être assez clair alors. Les pools de liquidité, ça fonctionne, le payout fonctionne comme des options, comme un short straddle. OK? Si tu connais les options, un short straddle, it's going to ring a bell. Le payout est concave. Mais donc ça, j'explique avec DeFi Lab, etc. Mais les LP, des pools de liquidité, en fait, c'est un même payout que des straddle shorts, un short straddle. Et comme ça, tu sais les hedge aussi, avec une partie en option. Donc, c'est bien vu, Pipo, certainement. Ah, ok, alors moi j'ai répondu à Pipo, pas tout à fait, tu vois, parce que je voyais pas du J'ai tout pas la même chose vu en tes fait. réponses. Ouais, non, alors je voyais ça pas du tout comme ça les options, alors c'est bien que tu aies répondu. Ok, intéressant. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin des formations plus poussées. Voilà. Donc là, du coup, on n'aura pas trop le choix que de se servir du volume profile, d'accord? Pourquoi? Encore toujours pareil, ce qu'on veut, c'est aller choper les poches de liquidité, d'accord? Donc, on sait que cette partie-là, elle n'a pas été revue, d'accord? Donc, c'est elle qui nous intéresse. Celle-là, elle nous intéresse plus forcément, ok? Donc ça, si je dois me baser sur ça, je vais tester ce qui n'a pas été, entre guillemets, testé. C'est-à-dire que je vais utiliser, là sur TradingView, vous avez... alors il faut que je le trouve. T'es pas le seul, hein, Tintin. Nice. Donc, profil de volume à gamme fixe, d'accord? Et je vais me baser sur tout ce qui n'a pas été testé. C'est-à-dire que vous voyez que cette partie-là, on est revenu ici, mais on n'a pas testé la partie basse. Okay, cette partie-là, il n'y a pas eu de retour encore pour venir retester celle-là. Donc, il y a de la liquidité encore en dessous. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de faire le travail ici. OK?
Donc, maintenant, nous, on sait que notre pool de liquidité, je vais la tracer, elle vient marquer la zone ici. OK ? Donc, nous, cette zone-là, elle a déjà été travaillée pour nous dans cette pool de liquidité. Donc, ce qui va nous rester à travailler, c'est cette zone-là. Donc, je veux prendre dans ma prochaine pool de liquidité le volume qui est ici. D'accord ? Donc, j'ai un volume qui m'intéresse là et j'en ai un ici. Donc, je pense que la prochaine pool qui va vraiment être intéressante, après à voir s'il faudra la diviser ou pas, d'accord, c'est celle-là. Et la dernière des dernières qui va m'intéresser, c'est ici. D'accord ? Donc, à voir si maintenant il faut diviser la pool. Hein. S'il faut réduire la pool, je la diviserai ici. OK ? Donc, en gros, maintenant, je vais juste tracer un rectangle avec les prochains prix. Nice. Comme ça, ça ira mieux. Donc, hop, ça, c'est pour moi celle qui m'intéressera à la suite. 1714, 1502. 1074 et 1502. Enculé. Tu l'as entendu ? C'est quoi le max? 1714. 1714. Non, ça c'est pas possible parce qu'on rouvre à un prix de 1715. Tu veux réouvrir? Ah oui, d'accord. Bah, tu l'as mis à 1715. C'est à la cassure. Tu veux ouvrir tout de suite à la cassure. Oui, donc quand la première poule casse vers le bottom, on rouvre une nouvelle poule. Donc, on rouvre la poule à un prix de 17, donc à un prix de la borne du bas, 17,16. Ouais, 17,16. Ouais. Et après, tu vas à 1502. OK. Donc là, la borne du bas est à 1502 pour prendre toute la liquidité. Et la borne du haut, où est-ce que tu mettrais la borne du haut? Où est-ce que la psychologie du marché, pour toi, changerait de nouveau en haussier? Si elle remonte, si elle devait repartir à la hausse, ça c'est le top range de ta poule en fait. Ça, après, ça va être un peu plus compliqué parce que ça dépendra de comment il aura fait sa structure. L'analyse, là tu auras besoin de plus d'analyse. OK. Ouais. Non, on peut faire mais alors, on va utiliser l'ondulatoire ou si je viens ici, que c'est la partie basse, je ne sais pas où il est le bas, il est là. La partie haute ici. D'accord. Donc, je reviendrai donc chercher ma poule ici. C'est une target N et je reviendrai sur milieu de BC au maximum. Donc, je reviendrai sur la zone du POC ici à 1871. 1871. Ouais. Nice. OK. Parce que, alors, pour ceux qui font avec, vous comprenez comment j'ai raisonné, hein, pour ceux qui font avec l'ondulatoire. Si je retrouve mon stylo. Putain. Là. OK. Si on a une cassure, regardez la logique. Donc, on a ces structures baissières potentielles. Si on a une cassure aujourd'hui, notre pool à 1716, d'accord, si on a la cassure par le bas, ça veut dire qu'on vient et on pourrait tester ce mouvement ici, d'accord. Comme on pourrait venir chercher la paix et puis repartir à la hausse, peut-être avec un excès, casser et repartir à la hausse. La paix, on pourrait aller chercher éventuellement, si on vient faire la paix, le milieu éventuellement du range. Donc, c'est ça qu'on va venir chercher à 1865. Si jamais on vient chercher la N, d'accord, et qu'on repart à la hausse, ok, parce qu'on vient faire notre temps après notre temps 2, on vient faire la correction, eh bien on irait chercher quoi? Milieu de BC. Milieu de BC qui est ici. Donc, on aurait à peu près sur la zone 1819, 1820, on aurait la zone d'équilibre. Ok. Donc, on intègre la zone d'équilibre au bas de range de 1502. Nice. Parfait. OK. Super. Ouais, parce que du coup, si tu ouvres à 17,14 ou à 17,15, tu dois déjà connaître aussi ton top, en fait, à ce moment-là. C'est ça. Oui, exactement. Là, mais c'est donc. J'ai besoin de l'ondulatoire pour le faire. Là, on a pris, donc, pour calculer les bas, les différents bas qui vont nous intéresser, on prend par rapport à la liquidité où elle se trouve. D'accord. Après, il y a une certaine logique de mouvement
qui, si on vient casser là par rapport à une structure baissière, on viendrait rechercher dans les vagues de transition, donc les vagues de correctives, hein, donc les rebonds, on reviendrait chercher les prix d'équilibre. Et les bornes hautes, souvent, dans notre cas ici, ce sera la borne d'équilibre en fait. C'est ça. OK, parfait. Donc là, encore une fois, ceci, on va avoir nettement plus d'informations une fois que le prix est là. OK? Mais ceci, c'est pour prendre un plan et pour vous montrer comment on fait les calculs pour alors, après, avoir une pool de recovery pour reprendre toute la perte impermanente. Ce qui va changer, ce qui va faire, toi, qui va succeed en ceci, et tous les autres perdants, parce qu'ils ne calculent pas la perte impermanente et qui ne font pas de planning de leur pool de combien de pertes impermanentes ils vont avoir. In worst case scenario. OK? Donc, on va le refaire. Si tu sais me rechanger sur mon écran, ça serait top. Nice. Je suis sur TradingView, oui? OK. Oui. Donc, je prends une borne et cette borne-ci, on dit, OK, attends, on va reprendre DeFi Lab parce qu'on a notre borne maintenant. OK? Désolé. Hein. Et des fois, on s'amuse bien avec Tata. Hein. Là, tu peux passer des heures là-dessus. Hein. Ouais. Mon Dieu. Et puis surtout, si ça, c'est sur une crypto, vous imaginez que si tu peux faire ça mais sur c'est sur un market. Hein. Donc, ceci, tu sais, fire and forget, une fois que tu as ton plan, tu sais fire and forget pour multiples semaines. Et tu te fais de la thune sur une analyse, quoi. Donc, ça, c'est cool. Donc, alors, le prix où on a cassé le bottom range, vous rappelez encore, c'était 17,16. OK? Donc, maintenant, notre prix de rentrée est 17,16. OK? Pour ouvrir notre nouvelle pool de liquidité. Oui? C'est logique. All right? Parfait. That's the current price. Combien est-ce qu'on a investi dedans? Investissement. On avait combien encore? Avant, on avait encore 9420. 420, ouais, exact. 9420, on met dans la prochaine pool. Ça, c'est sans compter les fees. Ça, c'est sans compter les fees. Exactement. De toute façon, toujours un petit peu plus. Mais... Good shit. Très, très bien. Top notch. Mais donc, on prend toujours le worst case scénario pour notre planning parce qu'on est des pessimistes. Tout le reste de plus qu'on a, ça c'est génial, c'est une surprise positive. OK? So, always plan for the worst. Alors, minimum. On avait dit quoi? On avait dit 15,02. C'est ça? Oui. C'est ça. 15,02. Parfait. Max, on avait dit 18,72. C'est ça? Non, 19,72? Ouais. Non, 18. 18,72. Ouais. Alright, parfait. Et là, en fait, c'est génial parce qu'ici, ça, c'est mon buy gap. Ça, c'est mon analyse personnelle. Toi, tu fais tes analyses. Vous faites vos analyses comment vous voulez. OK? C'est là où moi, je voudrais acheter et c'est là où moi, je suis assez certain que le prix va encore peut-être range un peu jusqu'ici, mais où je pense qu'il va remonter. OK? Et c'est là où on va ouvrir la pool de recovery. Mais pour ça, on a donc besoin de quelques données de plus. Et ces données de plus, c'est combien est-ce qu'on a encore worst case scenario si le prix atteint le prix de 15,02. OK? Et c'est ça qu'on va calculer maintenant dans DeFi Lab. Dans DeFi Lab, à un prix minimum avec la nouvelle pool qu'on a ouverte, on a 5,72 Ethereum en total. Donc, on va prendre le calculateur. Again. Hein? Donc, là, c'est encore une pool market qu'on ouvre. Hein. C'est encore une pool market. Tout ça, c'est le market. Et viendra après. Donc là, on est en train de juste noter chaque perte impermanente à la fin de la cassure de la pool market. Hein. Tout ceci, c'est part of the market making, de la stratégie market maker, en effet. Donc, on avait dit 5,72 Ethereum qu'on a. Worst case scenario au bottom range sans calculer les fees de aucune des deux pools. Oui, aucune des deux pools. Parfait. 5,72 fois le prix du bottom de cette pool-là. On avait dit quoi? Le minimum range? 1502. 1502. On a encore 8591 $ de valeur dans cette pool de liquidité en forme d'Ethereum. Oui, ne pas oublier, c'est en forme d'Ethereum. OK? Donc, on va mettre ça ici. Sorry. Donc, on avait dit 8591 USD. Rappelez-vous, on a commencé avec 10 000, OK? Donc, on a perdu environ 14% là, sans fees. Oui, avec quand même une baisse assez forte d'Ethereum. OK. Alors, comment est-ce qu'on sait maintenant? Moi, je suis assez bullish ici. OK.
Quel est le mindset? Je l'explique naturellement encore en plus de détails dans les guides. Le mindset d'une pool de recovery est en fait de reprendre toute ta perte en permanente. Donc, à un certain prix d'Ethereum, tu veux de nouveau avoir la valeur de la pool à 10 000 parce qu'on a commencé avec 10 000. Okay? Donc, la valeur totale de la pool à un prix certain d'Ethereum doit être 10 000. Nous, on va calculer, on va faire la pool que ce prix d'Ethereum où la pool soit à 10 000 soit le plus bas possible. OK? Qu'on est de nouveau à 10 000. OK, alors on va faire quelques calculs. Donc, voilà. Donc, on va repasser dans DeFi Lab. Et là, on n'est donc pas dans le mindset de on doit avoir une pool de liquidité qui est super étroite pour avoir le plus de fees. On prend une pool de liquidité à quoi le prix d'Ethereum est le plus bas possible, où la valeur totale de la pool est de nouveau à 10 000. OK? On va regarder. Donc, on va rouvrir une nouvelle pool. Aujourd'hui, le prix est donc 1504, le bottom range de notre dernière pool. Okay? Le prix d'Ethereum aujourd'hui, il est à 1504. Parfait. Donc, on va faire une pool de liquidité. Et on va rouvrir cette pool de liquidité. On veut donner un peu d'espace. OK? Donc, moi, je vais ouvrir la pool de liquidité. Rappelez-vous, le prix d'Ethereum est ici. OK? Moi, je vais rouvrir une pool de liquidité. Oh, Jesus. Une pool de liquidité ici. Et puisque ça, c'est le gap, moi, je pense que le prix va rester jusque-là, éventuellement. Et la pool de liquidité, je m'en fous. Je prends des bornes, mais gigantesques. Okay? Je vais les mettre jusqu'à, je crois, 5000 ou comme ça, quelque chose. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est ma pool de recovery. Vous voyez, il n'y a pas d'optimalisation de fees, rien du tout, parce qu'elle est méga, méga large. Okay? Donc, je vais l'ouvrir. Et j'avais dit quoi ici? Ça, c'est 1425. Donc, je vais de nouveau changer. 1425. Jusqu'au max. Le max, ça, je mets 5000 ici, maintenant. Okay? Donc, vous voyez, on a, et c'est ce qu'on appelle le shielding, on a un buffer, une pool de liquidité gigantesque. Maintenant, on va changer vers value, parce qu'on veut avoir la valeur de la pool totale. Et on va repasser vers TradingView. Quel est le prix d'Ethereum que je pense qu'il sait atteindre? OK? Moi, je pense que l'Ethereum, une fois qu'il est cassé ici, on est bullish. Moi, je pense que l'Ethereum va quand même d'office repasser vers les 1866 où on est rentré dedans. Tu pourras tester 1716. De 1800, oui, mais si tu l'as déjà avec 1716 et que tu recouvres... Encore mieux, naturellement. Ouais. Mais on veut avoir le prix donc le plus bas possible. Ouais. Mais la end price qu'on veut être, c'est où on a rentré dans la pool. On veut avoir la même valeur à 10 000 que le market buyer. Oui, parce que lui, il a acheté son Ethereum à 1876. Okay? Donc, pour moi, la ligne jaune, ça, c'est au moins ce qu'on a besoin. OK, donc on va repartir. Minimum. Ouais. Minimum. Alors, on va passer. Vous voyez le prix d'Ethereum en haut. Wrapped ETH, le prix de Wrapped ETH, la totale de Wrapped ETH, parce qu'on est en value. En token, rappelez-vous, c'est l'Ethereum qu'on voit, mais le value, il va automatiquement prendre le nombre d'Ethereum et l'échanger au prix de la pool pour avoir le total value. Oui? Donc, pour avoir le total value, on doit donc calculer le Wrapped Ethereum plus le USDC. OK? Donc, on va voir où que la somme entre Wrapped ETH et USDC est 10 000. C'est ça qu'on veut avoir. OK? Donc, on va voir 1700. Non, plus même. Moins encore, 1647. Là, on a 8782 plus 1400. Encore un peu de marge. Un peu plus bas, ouais. Encore. Par là. Encore. Ouais. Allez, entre 1620 et 1593. OK? Donc, moi, je pense que vers 1610, on va avoir exactement 10 000. OK? Dans cette pool de liquidité. Maintenant, ceci, c'est assez bien. On va voir quel est notre Concentrated Liquidity, 3,72. Donc, sur cette pool de liquidité, on va encore une fois prendre 4%. Est-ce qu'on sait optimaliser ça? OK. On avait dit, c'était quoi le prix encore? Donc, 1610. 1610. OK. Maintenant, si on va faire ça un peu plus étroit pour avoir plus de fees encore. Donc, on va essayer 3000. Là, on est à 1600. Là, on est à 1600. Hein? 1600, ouais.
vers 1616. Qu'est-ce que ça donne si on met 2500? Ouais, c'est presque juste. Presque juste, c'est presque bon. Tu sais, vous avez optimisé comme ça, hein? Donc, disons, on est à 1624 là, et à partir de 2000, ça va commencer où on aura besoin d'un prix déjà nettement plus haut. Pour moi, tu vois, dans ma tête, là, je sais que je peux aller jusqu'à 1716. Il n'y a pas de problème ça. pour qu'on retourne sur ça. Donc, Ok. je cherche à optimiser jusqu'à ce que le prix 1716 y vienne. 1716, Parce ok, que je suis parfait. gourmand de fees, hein, toujours pareil. Ouais. Ça, c'est ton mindset, ouais, en effet. Moi, là-dessus, market maker, il n'y a pas de problème. Tu avais dit quoi encore? 1716. 1716, ouais. 1716. Ouais, t'es déjà nettement au-dessus. Encore toujours. Ouais, tu vas avoir des bons fils, toi, en fait. What the fuck? Mais oui. C'est un fils de pute. Non, pardon. Ouais, il est tard, c'est bon. Oh là 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 là. Tu sais que tu c'est- devrais faire une analyse Bitcoin, hein? Mais pas de problème, ça. Ok. 1750. Allez, on va te donner ça. Tu vas avoir $50 de moins. Tu vas avoir 9950. Mais Allez, tu vas c'est avoir un Concentrated Liquidity Multiplier de 20, t'imagines 20.11. dans la poule de recouvrement, c'est un De truc de fou. 20.11 de recouvrement. Donc, combien est-ce qu'on a? Naturellement, le Strategy Backtest, je vais l'expliquer dans le guide aussi, il ne nous donne pas d'informations parce que le prix d'Ethereum n'était pas dans le range qu'on a mis. Donc, comment est-ce qu'on le calcule? On prend donc Unbounded V2 parce qu'on a toujours la paire de V2 et on le calcule, on le multiplie par 20. Donc, combien de fees est-ce que Seb va avoir? Seb va avoir un APR de 0.92 fois 20.11 sur une pool de recovery. Donc, il sera vers les 20% Voilà, ça par me an. donne la banane. Rien que ça, tu vois. Voilà. Donc, alors, on va rechanger. Et lui, donc, il va ouvrir sa pool de recovery. Et ça va être une pool de recovery épique parce que ça sera super, super étroit. Et il va l'ouvrir avec un max range de 1747. Ce qui est vraiment, vraiment ridicule. Tu vois? Et ça sera sa pool de recovery ici. Et donc, si le prix d'Ethereum atterrit à 1715 environ, il aura de nouveau $10,000 dans la pool de liquidité. Donc, la différence entre lui et le market buy est déjà 8%, right? 8%, plus les fees. Donc, il a complètement essuyé tous les gars qui a acheté Ethereum ici, quoi. Mais vraiment de loin, ok? Alors, encore vite fait, juste la dernière chose, la pool de liquidité aujourd'hui, les chiffres réels, on sait calculer comment nous on le fait contre les autres participants du marché. Ça, c'est notre pool, ça c'est la pool de liquidité. On l'a ouvert, Capital Provided 1011. Attends, parce qu'il n'a pas encore chargé, parce que le prix d'Ethereum, il est à 1000. Aujourd'hui, il est déjà à 1862, non? Voilà. On a battu tout le monde. Donc, le total estimated value de la pool aujourd'hui, elle est à 10 042. On l'a ouvert à 10 067. Donc, elle a déjà fait un position income d'environ $60. Et ça, c'est la différence. Donc, on voit le mauve, ça c'est garder USDC. USDC, normalement, c'est $1, mais l'USDC, il fluctue aussi un peu dans le marché. Le vert, ça c'est le gars qui a acheté 100% en Ethereum. Et le gray, ça c'est un gars qui garde 50-50, qui a acheté 50% d'Ethereum et qui garde 50% d'USDC. Le bleu, ça c'est nous. Donc là, dans cette pool de liquidité, avec ce price action d'aujourd'hui, on a battu tout le monde. On a battu le gars qui garde ses USDC, on a battu le market maker et on a battu le gars contre 50-50. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est comment donner de la liquidité concentrée, c'est être quelque chose de très lucratif. Ouais. C'est excellent, ça. Ouais. Nice. Voilà. Et il faut savoir qu'on a tout le plan. Ça, c'est à l'heure actuelle. On a tout le plan. Ouais. Avec, voilà. Et si jamais ça casse, on sait ce qu'il y a à faire. Et on sait déjà aujourd'hui se dire combien ma pool de recouvrement doit se faire pour revenir à 10 000 et de dire, en fait, j'ai encaissé que tous les fees. C'est ça. Et pour la question... Oui, vas-y, Anto. Non, je voulais juste dire, ce qui est très intéressant aussi là sur ce graphe, quand même aussi de dire, c'est qu'en fait, tu peux voir aussi parce que pour moi, les choses les plus importantes, c'est vraiment toujours le risque. Et quand on voit la courbe, justement, la vôtre,
là, en fait, elle est beaucoup moins volatile vers le bas, justement, que Certainement, typiquement si on est ouais. exposé à 100% Ethereum ou exposé 100% dans des C'est altcoins un en delta général. hedge, ouais. Voilà. C'est Ouais. un delta hedge vers le bas. Et ça, j'explique dans le guide aussi. Ça, c'est pour les gens qui sont risque averse. Vers le bas, c'est un delta hedge. Tu vas avoir moins, tu vas perdre nettement moins que garder 100% d'Ethereum. Mais vers le haut, tu vas avoir moins aussi que garder 100% d'Ethereum. Ouais. Là, on fait tous les calculs. J'ai mis la vidéo de DeFi Lab dedans, comment on regarde tout ça. Mais il ne faut, pour encore une fois prendre la pratique, quand toi tu nous demandais, Anto, pourquoi ne pas faire une pool plus étroite, si ça serait le cas, nous, on aurait pris la perte impermanente ici, vers le bas, le prix le plus bas d'Ethereum. OK? Donc, on aurait ici une perte. Notre total estimated value était à 9936 là. Oui. Tandis que maintenant, le prix est en train de remonter. Donc, nous, on a les fees. Le gars qui a acheté ses Ethereum ici en market, il est encore toujours en attente, il est encore toujours en perte, right? Mais nous, on l'a déjà rattrapé parce que nous, on a les fees, OK? Et c'est pour ça que la perte pour nous, c'est encore impermanente. Elle est impermanente parce qu'on n'a plus eu la perte ici. Si on aurait close la pool ici, ça serait une perte permanente. Tu vois? C'est pour ça que moi, j'aime les pools un peu plus larges. Voilà. Mais ça, c'est de nouveau une préférence individuelle. Excellent. Voilà, les gars. Et ça, c'était 1h30 de Tintin. Excellent. Et C'était... Ouais, non, voilà. franchement, très, très, très intéressant. Là, franchement, vous faites un travail remarquable de travailler en fait ensemble. Oui. C'est hallucinant à quel point, en fait, on se Ça, rend c'est pas cool. compte, mais c'est vrai que quand on veut. Moi j'ai déjà mis de la liquidité dans des pools. Je me rappelle au tout début, même de Uniswap version 1. Oh non, j'ai vu dans. C'était dans la version 2, je crois, que j'ai commencé à mettre de la liquidité aussi. Et je me suis beaucoup amusé, en fait, à l'époque. Et j'avais des analyses, c'était vraiment support-résistance, sans vraiment beaucoup plus de réflexion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus en détail, justement, avec le concentrated aussi. Mais c'est fou à quel point, finalement, on se rend compte que l'analyse technique, là, en l'occurrence, typiquement avec les volumes, à quel point ça peut vraiment avoir un impact, puis aussi de bien comprendre ce que vous faites, bien comprendre en effet les indicateurs que vous utilisez, et puis de pouvoir bien les implanter en rapport avec le DeFi. Parce que le DeFi même, c'est déjà assez compliqué, pas beaucoup de personnes vont le comprendre, mais après, tu as l'analyse technique. L'analyse technique, c'est encore une deuxième chose. Donc, je pense que vous êtes vraiment, vraiment bien complémentaires pour ça, et puis je me réjouis de voir justement avec le temps, parce que là, avec le temps, on voit bien que ça paye. Maintenant, voyons le voir avec le temps dans la réalité, on va dire. Parce que sur papier, là, ça a l'air d'être la réalité aussi. C'est juste des maths, quelque part. C'est des maths, oui. La seule chose qu'il faut vraiment encore prendre en considération, puis ça, de toute façon, je sais très bien que toi, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler, c'est la sécurité. Parce que tout ça, c'est beau, mais demain, il y a un hack, et puis on perd 100%. C'est quelque chose qu'il faut aussi réussir à prendre en considération, puisqu'il y a déjà des personnes qui se sont fait hack, il y a déjà des personnes qui ont perdu aussi dans le DeFi. Donc, prenez ça quand même aussi comme information. Ne mettez jamais 100% dans du DeFi ou ne mettez jamais 100% de votre capital dans une pool de liquidité parce que vous pensez que vous allez pouvoir faire du 30% annuel, puis que ça va être comme ça pendant 5, 6, 7 ans, et puis que du coup, vous pouvez accumuler énormément d'argent. Faites bien attention, et puis toujours bien comprendre le risque de hack. Il est extrêmement aussi important à bien comprendre. Et puis ça, je sais très bien que tu vas constamment aussi, non seulement te répéter, mais que tu vas aussi constamment aussi faire les recherches nécessaires. Et puis on va naturellement aussi s'entourer avec les bonnes personnes. Je vois qu'il y a Gourou aussi qui a rejoint dans le chat vers la fin du live avec Tintin. Vers la fin. Oh, vers la fin, merde. Il vient de finir un call à 3h30 du matin chez lui. Mais... Ouf, donc, ouais, exact. Mais de toute façon, on va bien pouvoir s'entourer. Et puis donc, ça va être cool. Parce que c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est qu'on ait justement une communauté de personnes qui sont passionnées, puis des personnes qui souhaitent participer sur des choses comme ça. Mais on sait aussi très bien qu'en étant une communauté, automatiquement, beaucoup plus de personnes vont pouvoir faire des recherches de gauche à droite et donc s'informer justement sur les risques de la tech directement aussi. Ça, c'est super important. Ouais. Il y aura toute une partie du guide qui sera dédiée complètement à regarder les audits, faire vraiment une analyse fondamentale du risque. Ok. Les analyses fondamentales de projet, je vais pas encore vous expliquer, ça sera pour plus tard de comment le faire, mais de comment essayer de faire un assessment, un risk assessment d'un projet, ça va être toute une partie dédiée à ça, certainement. Maintenant, Uniswap et les pools market making, donc on a Zoom 2 fois là. Ça, c'est naturellement quelque chose de super, super spécifique. Et
Uniswap est quand même un des plus grands, les plus grands protocoles. C'est certainement pas vu comme DGen, oui, mais faites naturellement encore toujours attention. Et comme j'ai expliqué, toutes les analyses que moi je fais ensemble avec Seb sont analyses techniques. Et mes analyses avec DeFi Lab et les calculs et toute l'optimalisation de mindset de pool de liquidité, tout ça, ça prend du boulot. Ouais. Ça prend du boulot d'être au-dessus, ici en bleu, au-dessus de tout le monde. Right? Donc, ne sautez pas dans des pools de liquidité avec une liquidité concentrée de fois 150 à des APR de 200% parce que tu vas te faire arracher par des pertes impermanentes. Okay? Donc, planifier, c'est ça qu'on a fait dans TradingView. On a planifié tout. Et maintenant, c'est simplement, tu sors par planifier, tu sors toutes les émotions. C'est comme le trading. Une fois que tu n'as plus d'émotions, tu es préparé pour tout et tu es là pour vraiment succéder là-dedans. Parce que même si le prix descend, casse nos bornes, il y aura un moment où cette pool de liquidité de recovery va nous faire refaire des thunes. Si tu as bien planifié. Right? C'est comme ça que tu es resté gagné. Mais en effet, comme tu dis, Anthony, la sécurité, c'est vraiment top-notch. Ceci, c'est Uniswap, c'est un des plus grands. Ouais. Une fois qu'on va venture dans des autres bazars, et je sais que Guru est dedans, et son protocole préféré maintenant, de Counterparty Vaults, c'est une sorte de fork de GMX, c'est Level, mais il y en a plein d'autres. Il y a Apollo X, etc., naturellement aussi. J'ai été voir ça aussi. Ça, c'est naturellement, c'est déjà un peu plus risqué avec leur tranche, avec LGO et LVL. Mais donc, ça, c'est vraiment pas dans le même cadre de Uniswap. Et si vous êtes complètement nouveau, comment est-ce que tu sais maintenant quels sont les cadres de risque? Eh bien, ça, je vais vous expliquer dans le guide aussi de comment faire un risk assessment. Et c'est pas pour ça que un projet qui a 6 des 8 red flags, que tu sais pas te faire de l'argent avec. Mais si ça a 6 des 8 red flags, tu vas, j'espère, après avoir lu mon guide, mettre moins d'argent dedans que dans un projet qui a 8 sur 8. OK? Voilà, ça c'est ça. Very, very nice. I have spoken. Voilà. I have spoken. Magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, quand tu m'as dit on va faire avec ZS, on va pouvoir faire une petite analyse en même temps directement en live, je m'attendais pas du tout à un truc autant poussé. Donc déjà, bravo. Franchement, c'est poussé. Ah oui. Ouais, oui. C'est poussé. C'est pas si compliqué à comprendre, je trouve. Avec les guides, ça va être assez simple parce qu'on est passé très très vite là. Mais je pense que peut-être pour certains, ça peut être vite beaucoup, en effet, si c'est nouveau. Oui. Mais voilà, de toute façon, vous allez pouvoir prendre le temps de toute façon pour pouvoir bien apprendre tout ça aussi. Et puis surtout avec le guide, ça va être super cool.